Bonjour, bienvenue à l'exposition sur la préhistoire de Fouvant-le-Bas, Néandertal et Cro-Magnon en Haute-Saône. Nous sommes à la Maison du patrimoine de Bourguignon-les-Marais et nous vous invitons à nous suivre. La région Bourgogne-Franche-Comté est mondialement connue pour un certain nombre de grottes, d'abris sous roches, mais aussi de gisements de plein air que les faunes des temps glaciaires ont fréquentés, ainsi que les hommes du Paléolithique, en particulier l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal. Sur cette frise, nous sommes aussi amenés à constater que le climat n'a jamais été le même. Il est scandé par des glaciaires puis des interglaciaires. Actuellement, nous sommes d'ailleurs dans un interglaciaire. Tout ceci pour nous expliquer que les faunes n'étaient pas du tout les mêmes et que les paysages non plus. Les trois niveaux archéologiques de Fouvant, appelés Fouvant C, Fouvant B et Fouvant A, relatent donc de cette faune glaciaire pour l'essentiel, mais aussi de rang interglaciaire. Alors, intéressons-nous quelques minutes à cette faune que nous allons vous présenter par la suite dans le détail. Physiquement, l'homme rencontre en permanence des troupeaux de mammouths des steppes devenus progressivement le mammouth laineux en Europe. Il est de beaucoup plus petite taille et davantage fourni en toison laineuse. Son meilleur ami, le rhinocéros laineux. Nous avons aussi le cheval de Przewalski que l'on rencontre encore actuellement dans les steppes de Mongolie. Nous avons le renne, dont on précisera aussi qu'il est le rare survivant des temps glaciaires et que l'on retrouve actuellement à la hauteur de la Russie ou de la Laponie. Et parmi les carnivores les plus farouches, nous avons la hyène des cavernes, le lion des cavernes et aussi le léopard des cavernes, beaucoup plus rare, ainsi que la panthère, mais ils sont bien présents aussi à Fouvant-le-Bas. Qui vient clore le paysage glaciaire de Fouvant, vous avez le mégacéros, encore appelé le mégalocéros, qui est ce cervidé dont les bois ont une empaumure de plus de 3 mètres. C'est un géant des steppes, il est impossible qu'il rentre dans une forêt à l'heure actuelle. Venons-en maintenant au contexte de la découverte de la grotte. Cette découverte s'est faite de façon complètement fortuite à l'occasion de l'extension d'une maison à la sortie de Fouvant-le-Bas. Les engins viennent et font tomber l'équivalent de la paroi de la grotte, laissant donc ouvert cette grotte sur plus de 9 mètres de long et 3,50 mètres de hauteur. Vous imaginez bien que le contenu de cette grotte tombe au sol et les fouilleurs font un maximum la première année, mais cette grotte fait aussi l'objet de nombreux pillages en dehors des temps de fouilles. Alors je reprends donc, c'est bien de 89 à 92 que Gilles Huguenin, ancien principal du collège de Champlitte, mène des fouilles avec une équipe de scientifiques composée d'archéozoologues, de palynologues et d'anthropologues biologistes. Actuellement, perpendiculairement à cette grotte, s'ouvrent des boyaux qui continuent donc sous la colline, mais qui ont été fort heureusement colmatés de façon à ce que le pillage cesse. Parmi les nombreux restes de cette faune glaciaire et interglaciaire, nous relevons des os, des restes dentaires, mais aussi des défenses. Ces herbivores, les voilà, des aurochs, dont on rappellera que ce sont les gros bœufs de l'époque, ils sont quand même 1,5 à 2 fois supérieurs à nos plus gros taureaux actuels. Nous avons aussi des molaires de rhinocéros laineux et au centre de cette vitrine, les restes d'une mâchoire de ce fameux mégacéros, le grand cervidé de l'époque. Plus bas,
de très très nombreuses dents de chevaux, je crois que c'est l'essentiel de nos trouvailles, mais aussi des dents de mammouth, dont ici nous voyons des molaires de lait, elles ne conservent donc pas les racines, avec en exposition des petits qui ont à peine 6 mois jusqu'à environ de jeunes juvéniles de 5 à 8 ans. Associé à ces restes, l'exemplaire d'une défense de mammouthot et le tibia gauche d'un mammouth adulte. Et maintenant, un exemplaire de mâchoire de hyène dont vous voyez la puissance des dents de la canine et des molaires, surtout par comparaison avec celle des renards. Donc on imagine très bien la puissance de serrage de la mâchoire de ces carnivores. À ce propos, une nouvelle thématique en préhistoire voit le jour depuis une dizaine d'années. Il s'agit de la tracéologie. En effet, par grossissage sur les os ou sur les silex, nous sommes amenés à pouvoir faire la connaissance et la détermination des traces laissées tantôt par les animaux, tantôt par les humains sur les os. Dans cet exemple que nous avons, ici nous découvrons des traces de crocs de la hyène. Ici en hauteur nous découvrons des traces de griffes cette fois. Et en zoomant à plusieurs grossissements, ce trait strictement rectiligne est celui produit par un coup de silex quand l'homme a voulu retirer les nerfs ou les tendons, libérant ainsi la viande de l'os. Nous observons aussi des traces de crocs, cette perforation sur une vertèbre, mais aussi d'autres actions de la hyène, comme ce polygastrique qui donne l'impression d'un vernis sur l'os. Or, c'est bien le poly d'acidité lorsque la hyène régurgite que nous observons. À l'occasion de cette exposition, vous aurez aussi une vue sur un sol reconstitué d'une fouille où d'un côté figure un sol d'habitat occupé forcément par l'homme, puis à l'opposé la représentation de ce qu'est une tanière de hyène, un repère de hyène. Pour la première partie, ce que l'on appelle un sol d'habitat, plusieurs indices nous aident à caractériser cette zone. Nous avons parfois la place du tailleur, un stock de matières premières minérales composé dans la région de quartz, de quartzite, de silex du bajocien et de diverses chailles. Vous avez aussi les éléments de production de ces matières premières, donc des pointes, des lames, des bifaces. Et puis la faune nous interpelle aussi, très souvent ouverte dans le sens de la longueur, car les hommes y sont allés manger la moelle. Complètement à l'opposé, vous avez dans le repère de hyène des éléments très perturbants. Il n'y a pas d'indice d'occupation humaine, il n'y a pas de silex, pas de retouchoir, pas de percuteur. Au contraire, la hyène y a apporté le fruit de sa récolte dans le paysage, les carnivores et les herbivores dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, la chose la plus évidente de ce sol de hyène, c'est le nombre de cylindres osseux que nous avons. En effet, la hyène a pour habitude de manger les 2 épiphyses de l'os et seule la partie la plus dure, que l'on dénomme cylindre, est retrouvée. En cas ultime, lorsqu'elle arrive à fracturer ce cylindre, un grand nombre d'ossements très appointés sont alors produits et ce sont bien ces os qu'elle se coince dans la gorge et qui la font vomir. Enfin, pour caractériser un sol de hyène, la hyène a pour habitude aussi de ronger le dessous des mâchoires et lorsqu'elle perfore le tout, l'ensemble des dents par hémimâchoire viennent se mettre au sol. C'est ainsi que les archéologues ont des concentrations complètes d'hémimâchoires, ici de mammouth, de rhinocéros, d'auroch et de bison,
Et enfin, pour clore le tout, ayant servi de repère et d'habitat, elle meurt aussi elle-même sur place et nous avons pu produire les restes d'une hyène âgée d'environ 8 mois. Fouvant-le-Bas n'est pas le seul gisement de la région à avoir été visité par l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Comme vous pouvez le voir sur les différentes cartes d'occupation, à gauche Néandertal, à droite l'essentiel de Cro-Magnon. Fouvant, je le rappelle, est ici. Vous voyez que la Haute-Saône est fortement visitée par Néandertal. Alors, qu'a-t-il produit dans nos gisements archéologiques? L'outil phare de Néandertal, ce sont des bifaces, c'est-à-dire ces outils taillés sur les deux faces, ici en quartzite, en quartz, en silex, mais il produit aussi des pièces de réelle beauté que l'on appelle des pièces foliacées, dont vous voyez très bien déjà la recherche du juste équilibre latéral et bifacial. Au bout de ces lances, il a pour habitude de positionner la célèbre pointe Levallois, comme ici en quartzite et en silex, et autrement dans la main, pour désarticuler et travailler les peaux, il travaille avec le racloir simple ou le racloir double, encore appelé pointe moustérienne. Parmi les outils affectionnés par Cro-Magnon, nous avons le grattoir, le perçoir et le burin. Et fait assez exceptionnel lorsque Cro-Magnon visite Fouvant-le-Bas, c'est pendant le Gravétien, c'est-à-dire cette période vers moins 25, moins 29 000 ans, il produit cet outil assez typique que l'on dénomme la pointe de la gravette. C'est une lame qui est retouchée entièrement sur le côté et dont l'utilité nous échappe un peu. Certes, en manchet, en lance, elle est aussi efficace qu'une sagaie, mais nous avons là tout simplement une signature culturelle. Le dos est affecté par une retouche. Et en guise de conclusion, nous vous invitons devant cet acrylique pour préciser que Fouvant-le-Bas détient le record de présence de mamouthos en France, que les études sont encore en cours afin d'interpréter, comme le précise aussi cet acrylique, cette chasse plus ou moins spécialisée de la hyène ou de l'homme sur ces mammouths, ces petits et gros herbivores.